Bonsoir, bienvenue sur Stand With You Biz, où je vous propose de partager un moment unique, parce que nous sommes sur les 20 ans du MEDEF, on est à l'université d'été du MEDEF, pour les 20 ans, et on a 3 thèmes qui ont été proposés. Le monde dans 20 ans, l'entreprise dans 20 ans, la France dans 20 ans. Merci d'accueillir pour 20 minutes, puisqu'on reste sur ce chiffre 20, donc Gaspard Ganzer et Gaspard Ganzer. Agency Expert, Gaspard Ganzer, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Donc je vais commencer un peu bêtement par me présenter avant de parler à la fois du monde dans 20 ans, de la France dans 20 ans et de l'entreprise dans 20 ans, parce qu'en fait finalement ces 3 thèmes se rejoignent à travers la question de la communication. Donc moi, je suis arrivé à la communication par des chemins de traverse, puisque j'ai longtemps travaillé dans le secteur politique pour des élus, le maire de Paris, l'adjoint au maire de Paris chargé de la culture, puis pour un ministre, Laurent Fabius, et enfin pour un président de la République, François Hollande. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser aux questions de communication. C'était pas gagné d'avance, ou en tout cas attendu de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que ma formation ne devait pas m'y conduire. J'avais été formé à l'économie, au droit, aux finances publiques. J'avais travaillé longtemps dans le secteur culturel. Et c'est finalement Bertrand Delanoë qui a eu la drôle d'idée de me proposer de m'occuper de questions de communication politique. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai dit oui tout de suite ? C'est parce que c'était d'abord lui qui me le proposait, mais aussi parce que j'ai eu l'intuition, on était en 2010, que la question de la communication allait se retrouver à la croisée de tous les chemins, tant de la politique que de l'entreprise, et que appréhender cette nouvelle fonction, tant dans le secteur politique que dans le secteur de l'entreprise, pourrait me permettre de mieux comprendre la façon dont évoluer demain le secteur politique, le secteur de l'entreprise et plus largement notre pays. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce que nous vivons depuis une dizaine d'années maintenant, c'est une révolution industrielle. Et cette révolution industrielle n'est pas celle de la machine à vapeur comme au 19e siècle ou du moteur à explosion comme au 20e siècle, c'est celle du numérique et des autoroutes de l'information et de la communication. On a tendance à l'oublier, mais Facebook n'existe que depuis 11 ans, il a été créé en 2007. Twitter n'existe que depuis 10 ans, il a été créé en 2008. Il y a 10 ans, personne n'avait de smartphone. Il y a 10 ans, il y avait encore un nombre extrêmement réduit de chaînes de télévision et l'information se distribuait sur un modèle extrêmement rigide dans les frontières nationales et selon une chronologie des médias bien établie. Tout ça a explosé avec la révolution du numérique. Tout ça a volé en éclats, de sorte qu'aujourd'hui, on a un paysage médiatique totalement dispersé. Et en acceptant de travailler dans le secteur de la communication, c'est ce que j'ai voulu comprendre et je me suis forgé une expérience, d'abord auprès de personnalités politiques, puis aujourd'hui dans le cadre d'une entreprise. Parce qu'après un long parcours au sein du secteur politique, j'ai décidé de créer ma propre boîte, il y a maintenant 1 an. Elle s'appelle 2017. C'était assez atypique pour quelqu'un comme moi, fonctionnaire, ayant travaillé dans l'ombre de dirigeants politiques, de me lancer dans cette aventure. Mais j'en avais envie depuis longtemps. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en m'associant avec d'autres. Avec Roman Abreu qui bossait chez Unibail-Rodamco et avec Denis Pingot qui avait déjà son agence de communication. On a été rejoints par Nathalie Eneta, qui est une ancienne journaliste sportive. Et puis, on a commencé à embaucher des salariés, du sorte qu'aujourd'hui, on est une dizaine et qu'on a fait notre petite bout de chemin dans le secteur de l'entreprise. On conseille à la fois des grandes entreprises sur leur stratégie de communication, mais aussi beaucoup de start-up et de boîtes du numérique qu'on essaie de guider dans le nouveau monde de la communication et non pas de la politique. Fort de toutes ces expériences, mais aussi des enseignements que j'ai pu dispenser à Sciences Po, à HEC, à l'ENA et ailleurs, j'en ai retenu un certain nombre de convictions sur le monde tel qu'il était en train de se dessiner, tel qu'il était en train de s'inventer à travers ma connaissance des médias et de la communication.
un premier paradoxe que j'ai relevé et qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que dans ce monde dispersé, éclaté, dans lequel il est très difficile de maîtriser l'information, puisque rien ne se passe jamais comme prévu. Une anecdote, on l'a vu ce matin, puisqu'on a appris la démission d'un membre du gouvernement en direct à la radio, ce qui a surpris tant les journalistes qui ont cru dans un premier temps à une plaisanterie, que l'entourage certainement du ministre qui n'avait pas été prévenu, et évidemment le président de la République et le Premier ministre. Rien ne se passe donc comme prévu, et c'est même le plus improbable qui finit toujours par arriver. Donc ça pourrait être déstabilisant, ça l'est d'ailleurs, et ça pourrait nous conduire à être totalement averse au risque, en se disant oulala, ce monde de la communication et des médias est extrêmement dangereux, il est pire qu'un océan déchaîné, et que donc il vaut mieux, pour vivre heureux, vivre caché, se terrer, loin du regard des caméras et des réseaux sociaux pour pouvoir maîtriser son destin. Je pense que ce n'est pas possible, puisque tout finit toujours par se savoir, et que ce soit dans le secteur politique ou dans le secteur de l'entreprise, face à une crise, on ne peut pas prétendre cacher quoi que ce soit. Donc ce n'est pas possible, et puis en plus je pense que ce n'est pas souhaitable. Parce qu'en réalité, ces nouveaux réseaux, ces réseaux sociaux qui ne sont plus nouveaux puisqu'ils existent depuis 10 ans, ces nouvelles autoroutes de l'information et de la communication, elles offrent des opportunités absolument formidables pour s'adresser à un public plus large, plus jeune, au-delà des frontières. Et pour peu qu'on maîtrise la grammaire, la conjugaison des réseaux sociaux, ça devient une véritable force. Ça devient une véritable force à condition qu'on réunisse un certain nombre de prérequis. Je pense que le premier, et c'est une bonne nouvelle, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui et demain, c'est tout ce qui a du sens. Je pense qu'aujourd'hui, les bons communicants, qu'ils soient entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, politiques, artistes ou sportifs, c'est ceux qui expriment un message qui engage les autres et qui les engage eux-mêmes. Quand vous avez une cause à défendre qui vous dépasse, que vous soyez une entreprise ou un dirigeant politique, il ne vous arrivera jamais de difficulté en réalité avec les réseaux sociaux. Si vous êtes du côté de l'enthousiasme, de la force positive, que vous êtes dans la bienveillance, les choses se passeront naturellement bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous essayez de renvoyer une image qui n'est pas une image inventée, mais qui correspond à ce que vous êtes, si vous ne vous forcez pas à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, si vous ne vous laissez pas empapaouter par des mauvais communicants qui veulent vous faire vous habiller différemment, vous faire parler de façon différente, eh bien je pense que vous avez toutes les chances et les opportunités de convaincre, de séduire et évidemment de rassembler au bout du compte. Alors évidemment, on peut aussi commettre des erreurs. Et je crois que ça, c'est la troisième leçon, après celle du sens, de la cohérence du message, c'est qu'on est dans une ère aujourd'hui où les plus forts sont ceux qui sont capables de reconnaître quand ils se trompent, reconnaître qu'ils ont commis des erreurs, qu'ils ont commis des fautes. C'est une philosophie d'esprit qui est très répandue aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, où il y a presque ce culte de l'expérience et de l'erreur, où quelque part, pour être un bon entrepreneur, il faut d'abord être quelqu'un qui a rencontré beaucoup d'échecs, qui a beaucoup essayé, qui a beaucoup tâtonné avant de pouvoir lancer des innovations et des projets. Et je pense que c'est une bonne leçon. Et c'est d'ailleurs le principal conseil que je donne à mes clients en général, c'est de savoir reconnaître ses erreurs quand ils sont confrontés à une difficulté. Il n'y a pas de mal finalement à s'être trompé, à avoir pris un mauvais chemin, à avoir pris une mauvaise décision. Et la dernière chose de ce point de vue-là, toujours sur les leçons qu'il faut retenir de ce nouveau monde, de la communication et de l'information, c'est qu'il faut aussi, au-delà de la reconnaissance des erreurs, savoir aussi tirer des leçons de l'expérience. Les Américains, les Anglo-Saxons toujours disent test, fix and learn. Il faut essayer, réparer et apprendre. Et je crois que c'est la dernière leçon qu'il faut toujours avoir en tête, que ce soit en politique ou dans le secteur de l'entreprise, c'est que il faut toujours être dans l'expérimentation, la prise de risque, et il faut évidemment apprendre de ses erreurs. Donc finalement, moi j'ai une vision optimiste
de cette révolution numérique qui est souvent très critiquée. On parle du culte du buzz, on parle de l'anecdotisation, on parle de la pipolisation, on parle de l'importance trop forte donnée à l'image. Je pense que c'est faux, puisque en réalité, les médias traditionnels avaient aussi en eux-mêmes ce type de difficulté. Et surtout, je pense que ne pas prendre conscience des opportunités positives qui ressortent de cette révolution numérique, c'est empêcher de grandir avec eux. Moi, ce que je considère, c'est que finalement, cette révolution numérique qui est encore en cours, qui doit nous conduire à autant de modestie, de prudence que d'abnégation, elle doit aussi nous élever, parce qu'elle doit nous conduire à prendre toujours plus de risques, avec la modestie qui s'impose, la volonté d'échanger, de partager, de dialoguer, que ce soit avec ses salariés, parce qu'on sait que tant sur les réseaux sociaux que dans les couloirs de l'entreprise, aujourd'hui, ils n'attendent pas simplement de leur chef qui leur donne des directives et des instructions, mais qu'ils cherchent à les convaincre du mouvement général de la société. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Que vis-à-vis des parties prenantes, qu'elles soient actionnaires, partenaires commerciaux, prestataires, qui eux aussi veulent pouvoir être rassemblés et convaincus, qui ne prennent plus les choses, on va dire, pour argent comptant. Il faut de l'explication, du dialogue, de la conviction si on veut les rassembler. Et puis enfin, ceux qui sont les cibles, en définitive, pour les politiques, les citoyens, pour les entreprises, les consommateurs ou les clients, si on est dans le domaine du B2B. Et eux aussi, ils ne s'intéressent pas simplement au prix du produit ou du service. Ils ne s'intéressent pas forcément simplement à la matérialisation finale de l'action qui est conduite. Ils veulent en savoir plus sur la méthode qui est employée, les choix qui ont été faits en amont. Ils veulent plus de transparence, d'explication, mais aussi de pédagogie sur ce qui s'est passé. Pour conclure, je pense qu'on est rentré dans une ère de l'incertitude où, en fait, même si j'ai évidemment joué le jeu de répondre à cette question, il est impossible de savoir où est-ce qu'on en sera dans 10 ans. Finalement, la seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas imaginer, concevoir ou anticiper là où en seront les entreprises, là où on sera la France, là où on sera le monde dans 10 ans. Pourquoi ? Parce que dans une période de révolution industrielle, donc celle du numérique, les anticipations ne peuvent réaliser qu'à très court terme. On peut essayer d'imaginer ce qui peut se passer le lendemain, le surlendemain, parfois une semaine. On peut inventer des stratégies. Mais je pense qu'il faut surtout se dire que les stratégies que l'on bâtit à une journée, à une semaine, à un mois, à un an, on doit pouvoir les remettre en cause à chaque instant. On doit pouvoir s'adapter à chaque instant à l'évolution de la société et de l'économie. Si vous créez des infrastructures, des produits, des services sur la base de certitudes d'aujourd'hui, sans vous donner la possibilité de les adapter à l'évolution du monde demain, vous serez de toute façon perdant. Et donc, je pense qu'on rentre dans l'ère de l'agilité, de l'habileté, de la modestie et du pragmatisme. Et certains peuvent le regretter. Moi, personnellement, je pense qu'il faut s'en réjouir parce que ça donne beaucoup plus de place à ceux qui ont des certitudes sur le sens et qui sont pragmatiques sur la méthode. Voilà ce que j'ai retenu de mon expérience récente et que je continuerai à essayer d'emprunter comme chemin au cours des prochaines années. Merci beaucoup.